Bonjour, c'est Magali. Vous écoutez les conversations avec mon rêve. En ce moment, on vit une grande transformation collective. On avait déjà commencé à faire bouger, à transformer le monde du travail, mais avec la pandémie qu'on vient de vivre dans la dernière année, on est déjà en train de le faire, mais on va définitivement redéfinir le comment, redéfinir le contexte et comment on se comporte et à quoi sert le bureau. Donc, tout le monde du travail va changer. L'intention derrière ce balado, c'est d'engager les conversations importantes pour qu'on entende différentes voix et puis qu'on puisse partager toutes sortes de points de vue, toutes sortes de visions pour co-construire le monde du travail qui nous ressemble et ce dont on a besoin pour être bien. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui mon invité, Jean-François Renaud. Bonjour Magali. Salut! Ça va bien? Tu vas bien? Oui, ça va bien, toi? Ça va super bien. Donc, Jean-François, associé, cofondateur d'Adviso, une boîte qui fait de la communication numérique. On peut-tu résumer ça comme ça? On peut dire ça, ouais. OK. T'enseignes aussi le commerce électronique au HEC depuis plusieurs années. T'enseignes à l'école d'entrepreneurship. J'enseigne plus là, mais j'ai enseigné longtemps, oui. Tu as enseigné dans le passé. Puis, t'es aussi un animateur d'un balado qui était pour moi une inspiration qui s'appelle l'apéro Adviso. Oui. Pour vrai, Jean-François, c'est en te regardant aller que j'ai osé lancer ce projet que ça me fait vraiment plaisir de l'entendre. Tant mieux. Bravo. Donc, écoute, Jeff, on y va sans plus tarder avec la question brise-glace que je pose à tout le monde. Parle-moi ou montre-moi un objet précieux que tu gardes depuis longtemps ou qui a une valeur symbolique ou sentimentale pour toi. Je vais tricher un peu. Ça ne sera pas un objet que je garde depuis longtemps. Mais par contre, je vais te dire que c'est un objet symbolique. Puis tu vas comprendre pourquoi. Est-ce que vous pouvez m'amener l'objet symbolique, s'il vous plaît? Parce que c'est un objet symbolique, puis tu vas comprendre pourquoi. D'accord. Donc, viens ici, Biquette, viens ici. Donc, je te présente Biquette. Enchantée, Biquette. Comme son nom ne l'indique pas, c'est un mâle. Donc, tu vois, Biquette a 1 mois aujourd'hui. OK. Et Biquette est dans mon bureau parce que quand je suis arrivé ce matin... Oui, Biquette, un petit bisou. Oui, OK. Fait que Biquette est là dans mon bureau parce que ce matin, c'était ma fête au bureau, puis je suis arrivé... Puis il y avait mon bureau était rempli de foin et j'avais 2 chèvres dans mon bureau. Et pourquoi c'est mon objet préféré? C'est pas Biquette en soi, mon objet préféré, mais c'est le symbole que ça représente. Parce que on a une grande culture de faire des conneries comme ça au bureau pour faire plaisir aux gens, pour souligner à travers l'humour, en fait, on appelle ça des pranks, nous autres. Okay. Et pour moi, ça, c'est vraiment important. Puis quand ce genre de choses-là s'organise de façon décentralisée, de façon non structurée comme ça, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne dans la culture d'entreprise. Fait que c'est mon lien en même temps avec l'événement. Fait que Biquette représente tout ça pour moi. C'est ton anniversaire aujourd'hui, donc? Oui, en plus, oui, c'est ça. Écoute, c'est pour ça que j'ai une chèvre dans les bras. Je te souhaite bonne fête, poisson. Biquette. Mais là, Jean-François, pourquoi une chèvre? En quoi la chèvre pour toi? Non, c'est pas la chèvre, c'est le symbole du fait qu'il y a des choses comme ça qui s'organisent. D'accord, OK. C'est ça le symbole, dans le fond. D'accord, OK. Puis Biquette, elle représente ce symbole-là, dans le fond. Puis là, rassure-moi, il va arriver quoi à Biquette après, là? Biquette, ben là, on prépare un... Est-ce que le truc qui tourne, là, est prêt? Est-ce que Je te crois pas. Non, c'est pas vrai. Biquette a 1 mois, puis Biquette, c'est une professionnelle des fermes de Pâques. Donc, elle est née pour faire des fermes de Pâques et elle fait des fermes de Pâques dans sa vie. Il y a une dame fermière ici qui l'a amenée et qui va la repartir avec Biquette. Inquiète-toi pas. Bon. Biquette ne restera pas sur le plateau Mont-Royal. Elle retourne à Vaudreuil dans sa ferme. Bon, je suis rassurée. OK. Ben, écoute, Jean-François, j'attendais pas autant de toi, mais en même temps, je trouve que ce que tu nous apportes là te caractérise beaucoup. Alors, bon. Il y a 1 heure, je ne savais pas que j'allais amener ça non plus, en passant. Donc, je vais vous redonner Biquette, OK? Mais ça aurait été assez cocasse de voir ton... Bye, Biquette. Voir ton visage quand tu es rentré dans ton bureau, j'imagine que ça valait beaucoup. Écoute, j'ai pas vu les photos encore, mais je peux te garantir qu'il y en a quelques-unes. Il y a eu un photoshoot aussi avec chèvre aussi ce matin qui a été fait. Ben, si t'es vraiment game, comme disent les ados, là, tu pourrais nous en envoyer une, tu sais, on pourrait en mettre une avec plaisir. Je vais les regarder avant. Hein? Je vais les regarder avant. Oui, c'est ça. Tu choisiras celle où tu trouves le plus beau. C'est sûr en chest que je suis pas sûr que je vais vouloir qu'il sorte publiquement. Là. Donc, voilà. Jean-François. Oui. On a saisi un peu le personnage déjà, hein, c'est ceux qui ne te connaissent pas. Toi, tu as un rêve assez audacieux.
et puis je vais te laisser nous l'expliquer, mais toi, ton rêve, Oui. c'est des entreprises qui sont sans département RH. Oui. J'avais le goût de dire en commençant que moi, dans mon temps, parce que j'ai travaillé en agence dans le temps, dans l'industrie des communications marketing, il y avait juste pas ça du tout. Ça n'existait pas. Là, on a vu dans les dernières années des fonctions qui ont commencé à germer dans cette industrie-là. Mais toi, ton statement, il est quand même fort, puis je vais te laisser nous l'expliquer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, tu sais, déjà, je tiens à dire que... Attends, je fais juste dire à la fermière qui s'en va. Fait que, écoute, sans RH, tu sais, c'est un... Moi, dans le fond, ce que je veux dire surtout, c'est pas sans RH, là. Je vais être honnête avec toi. Département RH, t'as dit. En fait, ce que je veux, c'est... Mon rêve, c'est un titre punché, là, on va se le dire, là, dans un sens, là. Mais ce que ça veut dire, c'est que je pense qu'une organisation devrait avoir une culture qui renforce le fait que tous les humains sont responsables de tous les humains. Tu sais, je veux dire, où il y a une décentralisation de l'importance accordée aux humains dans une organisation. C'est ça que je veux dire. Je veux pas, tu sais, je suis contre le fait de dire qu'il y a une équipe qui s'occupe des humains puis que le reste peut faire ce qu'ils veulent quand ils veulent puis que les humains, c'est pas important. Tu sais, c'est dans ce sens-là. Fait que pour moi, c'est comme... Et peut-être que c'est une façon de ne pas avoir... Nous, on n'a eu pas de RH longtemps, puis aujourd'hui, on est en train vraiment de passer à une nouvelle phase de maturité où, honnêtement, on a un poste de directeur RH actuellement sur notre site. Donc, je trouvais ça quand même assez particulier de faire cette présentation-là ce matin. Mais tu sais, c'est comme... L'idée, c'est vraiment de dire comme... Décentralisons, il faut que ça soit important pour tout le monde, il faut que beaucoup de gens soient évalués, il faut qu'il y ait beaucoup de gens pour qui ce soit une importante obsession, les humains, leur bonheur, leur confort, pour qu'ils soient à leur meilleur, pour bien performer, pour que tes clients soient heureux en bout de ligne. Fait que tu nous parles de la co-responsabilité, puis ce que je trouve intéressant dans ce que tu amènes, c'est que c'est comme une coche de plus, parce que ce qu'on entend souvent, c'est le partage de la responsabilité auprès des gens qui ont un rôle de gestion. Mais toi, ce que tu viens de nous dire, c'est que c'est que tout le monde a une co-responsabilité de s'occuper du monde pour que l'organisation aille bien au niveau... Ben, tout le monde. Tu sais, oui, tout le monde a une responsabilité dans le sens où tout le monde participe au confort ou à l'inconfort des gens dans un bureau. Tout le monde le crée, cette atmosphère-là, effectivement. Tout le monde a de l'impact, oui. Oui, tout le monde, de par son empathie, sa sensibilité, son écoute, sa disponibilité, a une responsabilité là-dedans. Évidemment, il y en a qui en ont plus. Les chefs d'équipe et tout ça, c'est sûr que chez nous, notre mentalité, c'est d'avoir des petites équipes pour avoir vraiment une très grande proximité humaine entre les chefs d'équipe et leur équipe. C'est quoi une petite équipe? Nous, c'est des équipes de 4 à 7 personnes. OK. Pas plus que ça. Donc, aussitôt là, on est vers 6 personnes puis qu'on sait qu'il y a encore de la croissance qui s'en vient pour une équipe, bien, on va splitter en deux, on va prévoir ça, on va commencer à identifier un chef d'équipe potentiel. On va travailler avec cette personne-là pour lui donner tous les outils nécessaires. Puis dans le fond, de la façon que ça se traduit, c'est qu'on a des pourcentages de temps qui sont attribués à la gestion, ainsi que des programmes d'encadrement, de formation, des outils d'ailleurs, dont d'ailleurs tu fais partie de notre toolbox, aux chefs d'équipe et aux directeurs et tout ça qui... Fait que c'est vraiment, dans le fond, de donner des moyens à des gens qui ne sont pas des gens de RH à la base. Des gens qui, par définition, ont une grande empathie par leur équipe parce que souvent, ils étaient dans cette équipe-là avant. Donc, puis ils deviennent... Ils ont par définition une grande empathie envers les membres de cette équipe-là puisqu'ils ont été eux-mêmes. Ils ont été eux-mêmes dans cette position-là, exact. Donc, c'est vraiment ça, là, la vision. Ceci dit, ça prend un grand système RH pour encadrer ça correctement. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas puis ça prend des gens de RH qui pensent à ce système-là, dans le fond. Et qui fournissent parfois de l'inspiration, de la guidance, des outils. Absolument. OK. Donc, bon, toi, tu dis que chez vous, vous avez commencé premièrement, à veiller à des équipes plus petites. Vous avez veillé au fait que chacun qui a une équipe, peu importe son grade, là, même les premiers, là, chez vous, c'est les chefs d'équipe, tout ce monde-là a du temps attribué dans sa semaine qui est au service de ses fonctions RH, là, que ce soit pour des conversations, du coaching, des débriefs. Pour la gestion. C'est ça. Gestion. Exact. Donc, il y a vraiment donc, autrement dit, on est dans une firme de service, donc il y a tout un modèle
d'heures clients que tu dois faire. Donc, tu dois faire beaucoup moins d'heures clients. Plus tu montes en gestion, moins tu fais d'heures clients et c'est formalisé. Donc, tu es comme protégé. Tu es protégé. Tu n'auras pas d'heures clients supplémentaires qui vont rentrer dans ta cour pour te protéger ton temps de gestion, pour que tu t'assures que ton équipe est bien et qu'elle est en bonne disposition pour bien performer. Tu me fais penser à quelque chose parce que ces temps-ci, bon, on le sait, hein, on a tous basculé en télétravail, puis je parle à beaucoup de gens qui sont dans des positions de gestion, puis un des témoignages que j'entends souvent, c'est que, étant donné que les gens ont perdu le petit informel du bureau, ils se retrouvent avec des one-on-one ou des meetings, là, des 15, des 20 minutes, des 30 minutes, là, comme c'est booké mur à mur, mur à mur, mur à mur. Ouais. Et ce monde-là, à la fin de la journée, ils n'ont plus de temps pour faire leur temps de travail. Puis là, je me disais, OK, là, je comprends qu'on a fait ce qu'on pouvait. Là, c'est un peu comme si on s'était comme bâti un abri dans le bois là, pour passer à travers la tempête. Mais là, il va falloir trouver des nouvelles manières, tu sais, pour que effectivement, il faut qu'il y ait du temps attribué pour s'occuper de la gestion, mais il faut qu'il reste aussi du temps pour s'occuper de ses dossiers. Donc, ça demande une réorganisation des... oui. Chez nous, on a fait plusieurs choses là, à ce niveau-là. Pas juste pour protéger le temps de travailler sur les dossiers, mais aussi du temps pour protéger le temps, justement, où tu avais, je sais pas, si ce n'est qu'avant, il y avait du déplacement qu'on prévoyait. Là, on ne prévoit plus ce déplacement-là. Donc, on dirait que automatiquement, on prend pour acquis qu'à 59, ton meeting finit, puis à 0, tu es dans ton prochain meeting. Oui, puis oublie pas que dans les déplacements, tu avais des petites conversations avec ton collègue, le temps de te rendre chez le client. Des petites conversations, tu pouvais appeler ton dentiste pour prendre un rendez-vous, tu pouvais appeler ta blonde pour lui dire que tu l'aimais, tu pouvais faire plein d'affaires, tu sais, c'est comme, alors que là, effectivement. Donc, nous, ce qu'on a fait, il y a différents modèles là, qu'on a appliqués. On a mis déjà c'est con, mais dans notre système, on a mis par défaut, quand tu mets un meeting d'1 heure dans ton agenda, ça met 50 minutes. Ça met pas 1 heure, ça met 50 minutes. Okay. Donc, ça met dans ton agenda et dans la personne avec qui tu vas être que ça arrête après 50 minutes. Un meeting d'une demi-heure, c'est 25 minutes. Donc, déjà, ça, c'est une tentative, en tout cas, pour protéger le 5 à 10 minutes qui reste. Après ça ne se fait pas tout seul. Il faut que tu l'enforces, que tu dises, hey, ça serait important que. Exactement. Ouais. Après ça, on a mis des meetings. Nous autres, tu vois, c'est de 9h à midi qu'on a le droit d'appeler quelqu'un pour un meeting. Okay. Et de midi à 1h30, on n'a pas le droit de caller un meeting à personne non plus. Okay. Et ça va jusqu'à 4h30 maximum. OK. Il y a des zones protégées encore une donc, fois. il y a deux blocs de 3 heures dans la journée où tu as le droit de caller un meeting. Et tu as le droit aussi de protéger un bloc pour dire « je travaille sur un dossier cet après-midi, laissez-moi tranquille ». Donc, c'est un peu ça, c'est les façons qu'on a faites un petit peu qui permettent là, de donner un peu de liberté aux gens. Là. Puis, je sais que le modèle dont tu nous parles de partager la responsabilité de la gestion, elle existe quand même depuis longtemps chez vous. Mais est-ce que tu es capable de nous parler, puisque tu as probablement œuvré dans d'autres types d'organisations avant où c'était pas ça, là, il y avait comme du monde qui s'occupait des RH, puis c'est quoi qu'est-ce que ça a comme... J'ai pas œuvré dans tant d'organisations, moi. Non? C'est ça. Non, j'ai parti ça, j'avais 23 ans, fait que, tu sais... Ah oui, OK. Fait que t'es biaisé pour nous parler de ce que ça fait comme différence, là. Oui, ben je suis pas biaisé, j'en ai pas connu d'autres tant que ça. J'en ai vu dans d'autres organisations, tu sais, j'en entends parler, je vois ce qui se passe, mais honnêtement, nous, ce modèle-là, il n'a pas commencé par connaissance de ce modèle-là, il a commencé par intuition, il a commencé par une série de choix. Je vais te donner un exemple. À un moment donné, je me rappelle, on était dans ma cuisine, j'étais avec mon associé, puis tu sais, on était, mettons, je sais pas moi, 40 peut-être à l'époque. Puis on se demandait, on avait de l'argent pour s'engager une personne senior, puis il a fallu faire un choix. Tu sais, à un moment donné, tu as juste un choix à faire parce que tu peux pas en engager 2, tu peux juste en engager un. Puis on s'est dit, est-ce qu'on va dans la gestion de la production ou est-ce qu'on va dans le RH? C'était un peu nos 2 zones qu'on hésitait. Puis on avait choisi... Qu'est-ce que tu voulais dire? Je comprends pas qu'est-ce que tu veux dire qu'il y avait un choix entre les 2 à faire. Ben parce qu'on avait juste de l'argent pour se payer un humain et non pas 2. Ah, OK, mais c'était pas comme un truc à long terme, c'était pour le moment, là. Non, c'est ça, c'était pour le moment, mais tu sais, c'était un truc qui permettait... Fallait commencer quelque part, là. On avait les 2 mains, tu sais, on était complètement embourbés dans notre gestion, dans le quotidien, fait qu'on n'avait pas le temps de prendre du recul plus stratégique de gestion d'entreprise, tout simplement. Fait que là, on voulait avoir ce temps-là, fait que on avait décidé d'aller dans la production, de trouver quelqu'un pour la production, et on avait engagé une personne à ce niveau-là parce qu'on se disait que choisir les bons humains,
prendre du temps pour les groomer, pour les accueillir, pour les former, pour les écouter, pour les faire grandir, c'était quelque chose qu'on voulait garder de notre côté pour justement parce que c'était quelque chose qui se déléguait moins. Parce que aussi à l'époque, on avait moins mis de mots sur les valeurs, moins mis de mots, tu sais, on avait moins formalisé des choses. Tu sais, si tu n'as pas formalisé certaines choses, tu ne les as pas standardisées. Si tu ne les as pas standardisées, elles sont difficiles à déléguer. Donc, on ne se sentait pas capable, on dirait, de déléguer cette affaire-là qui, pour nous, était le cœur de ce qu'on faisait. Tu sais, on est une firme de service. Le cœur de ce qu'on fait, c'est d'avoir des humains qui sont en les bonnes dispositions pour... Mais quand même, Jean-François, tu sais, à 23 ans, là, d'où ça venait, cette conscience-là? Parce que c'était pas tant la mode non plus dans l'environnement d'affaires. Tu sais, c'était pas... aujourd'hui, là, je veux dire, c'est un gros sujet de s'occuper des humains, mais on remonte en arrière, là. T'es pas si vieux, mais bon, on remonte en arrière, c'était pas là. Moi, là, la première chose, là, je me rappellerai toujours, quand on a parti la business, là, jour 1, là, on a dit, on est pauvre, on était vraiment pauvre. Là. Dans les 5 premières années, on était vraiment pauvre. Puis, on se disait, ben, on a beau être pauvre, c'est important d'avoir un bel équilibre de vie. Puis, il faut absolument qu'on ait qu'on prenne des vacances, des vraies vacances. Tu sais, on va toujours protéger les vacances, puis on va protéger nos fins de semaine. Parce qu'on le sait que si on part, on part une business puis qu'on ne se met pas ces limites-là en partant. Avec un mauvais pli, là, ouais. Avec un mauvais pli, on sait qu'on va se brûler puis qu'on va être malheureux. Puis l'idée, c'était d'être heureux aussi. Tu sais, c'était pas juste de partir une business pour faire de l'argent, c'était aussi d'être heureux. Puis fait que ça a commencé comme ça. Puis même quand on était... Tu sais, je dis, j'ai fait mon premier voyage que j'ai fait dans les premières années. J'étais allé au Mexique. On a fait du pouce tout le long avec ma blonde. Tu sais, c'est en 2004, je pense. Ça faisait 2 ans qu'on avait l'entreprise. On n'avait pas une scène, mais on prenait... J'ai passé un mois au Mexique, là, tu sais, à voyager sur le pouce. Puis à chaque année, moi, je prends un mois de vacances à chaque été, tu sais. Puis je me fais juger par beaucoup d'entrepreneurs de faire ça. Mais je le permets à mes employés de le faire aussi, tu sais. Fait que... Puis je suis comme, non, moi, je trouve ça vraiment important. Puis tu sais quoi, c'est ça qui fait que ça fait 20 ans que je suis là, puis que je suis heureux dans mon entreprise, puis que je suis bien. Puis fait que, honnêtement, là, je l'ai appliqué à moi en premier. Puis je l'ai juste donné les mêmes privilèges. Répliqué, en fait. Ouais. En fait, ça s'est fait de façon intuitive, là. Ça s'est pas fait de façon préméditée, là. Je te mentirais si je te disais En fait, ce que je comprends, c'est que vous avez structuré ça pour répondre à vos besoins, puis à comment vous aviez envie que ça soit pour vous autres, à la petite échelle que vous étiez. Puis là, ça a grandi, puis vous avez comme juste propagé puis ça. On a standardisé ces mêmes principes-là pour tout le monde. Oui. Ouais. OK. C'est vraiment comme ça que c'est né, tu sais, c'est bête comme ça. Puis encore aujourd'hui, tu sais, j'ai des gens qui me disent, j'ai quelqu'un sur mon comité aviseur que je n'aimerais pas, là, mais on s'ostine souvent parce que lui, il me dit des fois, tu sais, Jean-François, là, tu vas m'appeler samedi. Et là, je suis comme, non, je t'appellerai pas samedi. Moi, samedi, je fais du ski. Donc, je t'appellerai pas. Ouais, mais là, Jean-François, non, c'est pas dans mes valeurs, travailler le samedi, non. Ça va attendre à lundi, puis c'est correct. Fait que des fois, on a des clashs là-dessus. Puis je les niaise un peu parce que c'est des gens un petit peu plus âgés, beaucoup de sagesse qui nous amènent beaucoup. Puis des fois, je dis, je pense que vous avez à apprendre de nous de ce côté-là. Parce que on sent, tu sais, puis même mon père, des fois, j'ai dit, tu sais, je m'en vais en voyage, telle place. Il me dit, pourquoi? Tu sais, il me dit, pourquoi tu t'en vas en voyage? Mais je suis comme, de quoi tu parles? Pourquoi tu t'en vas en voyage? Tu sais, c'est comme, tu vois que c'est vraiment pas la même. Tu sais, lui, dans sa tête, c'est comme, à cet âge-là, tu devrais être en train de travailler comme un malade tout le temps. Non, tu sais, c'est comme, je veux être un père de famille, je veux être un bon chum, je veux être un bon ami, je veux être, je veux, tu sais, pour être un, je sais pas, c'est le sentiment de, je pense, de vouloir être des humains complets puis d'obliger nos employés à faire ça aussi, tu sais. Il y a des, tu dois pas avoir de la misère à les obliger, là, quand même? Non, mais dans le sens où, je vais te donner un exemple, OK? Un affaire qui clash des fois chez nous, OK? Qui fait, des fois, qui est pas rose dans un sens. Il y a beaucoup de nos employés qui disent, hey, j'aimerais ça faire de la consultation on the side. Tu sais, j'aimerais ça faire, tu sais, c'est comme, tu veux pas que je travaille beaucoup, tu veux pas que je travaille le soir pour les fins de semaine, puis fait que je suis comme, non, je veux protéger tes soirs et tes fins de semaine, mais je vais faire de la consultation à la place. Je dis non, je veux pas que tu en fasses. Pas parce qu'il y a de la compétition ou quoi que ce soit, je m'en fous de ça. C'est parce que je veux que tu sois plein et entier dans ton loisir, puis dans ton temps de décantation, puis dans ton temps d'humain, pour être plein et entier ensuite de ça au travail. Moi, j'y crois pas que tu peux être bon réellement à travailler 80 heures semaine. Tu sais, c'est comme, ça n'a pas rapport. Là. En fait, tu es déséquilibré quand tu fais ça. Tu sais. Mais bon, en même temps, moi, je suis complètement d'accord avec toi.
D'un autre côté, je suis témoin d'un paquet de monde qui font le contraire de ça, et particulièrement dans la dernière année qu'on vient de vivre. Avez-vous réussi? As-tu réussi, toi? Est-ce qu'avec ton équipe, vous avez réussi à préserver ce mindset-là? On a eu des défis, là, c'est sûr. Là, je veux dire, je te cacherai pas que les jeunes parents avec des jeunes enfants, c'est comme tu as l'impression d'être. Je pense que c'est vraiment ça qu'ils nous ont dit. Là, on a l'impression d'être pas bon au travail puis pas bon comme parents. Ouais. C'est tough là, parce que t'as tout le temps, je veux dire, t'as un enfant dans les bras pendant que tu fais un Zoom, là, tu te sens pas plein et entier, ni dans un ni dans l'autre. Là, fait que il y a plein de lignes comme ça. Pour ça, on a donné des facilitations. Tu vois, on a dit, travaillez donc juste 3 jours et demi par semaine. Les parents, on leur a donné ce programme-là rapidement, genre en avril ou en mai dernier, pour justement parce que c'est pas vrai que, tu vas être bon dans les deux. Puis, je pense que ça a été vraiment apprécié. Puis, même ça a été apprécié des fois par le conjoint, la conjointe de la personne. Qui ne l'avait pas. Exactement. Exactement. Puis, moi, je crois aussi à la marque employeur qui se vit par bouche à oreille comme ça, tu sais. Puis ça, pour moi, c'est... nous autres, quand un employé nous réfère un de ses amis ou une connaissance, on lâche tout puis on appelle cette personne-là en premier parce qu'on sait qu'elle est préfiltrée au niveau des valeurs, au niveau du fait culturel. Fait que... ouais, c'est ça. Tu sais, tu es conscient, Jean-François, que ceux qui vont écouter ça puis qu'ils ont le goût de changer d'emploi, là, tu vas avoir un paquet de monde qui vont t'appeler parce que c'est très appétissant, tout ce que tu nous racontes là. Ça tombe bien, on est en recrutement. Puis, j'aimerais ça te parler de la cohabitation intergénérationnelle, tu sais, parce que il y a les associés fondateurs. Là, je sais que tu es en train de préparer une éventuelle passation. Donc, il y a les plus jeunes aussi qui prennent de l'ampleur en termes de pouvoir, là, si je peux dire. Je ne sais pas trop quel mot utiliser. Qui prennent plus de responsabilités. Puis, et donc, ça suppose... Tu sais, il y en a qui disent il ne faut pas qu'il y ait trop de chefs, là, sinon c'est compliqué. Mais là, ça fait bien des chefs, bien des têtes. C'est quoi les défis que tu vis par rapport... que vous vivez par rapport à ça? Honnêtement, c'est super compliqué parce que c'est vrai que c'est super compliqué. Tu sais, je te le dis, là, c'est compliqué parce que, tu sais, à un moment donné, il y en a des fois sur un sujet, tu sais, dans l'entreprise, il n'y a rien qu'un volant à un moment donné, mais sur un sujet, il y a juste un volant. Puis quand c'est pas clair laquelle des deux personnes qui touchent sur le volant, c'est là que tu sais pas trop où est-ce que l'auto, ça va s'en aller. Là. Fait que c'est compliqué. C'est quelque chose qui prend énormément de temps à définir. Ces zones d'intervention-là. Puis tu sais comment que c'est, là, tu donnes une zone d'intervention à quelqu'un, d'y enlever après, bonne chance. Garde, puis même, au-delà de ça, il y a les points de vue. Tu sais. Imaginons que c'est très clair que c'est ta zone d'intervention, puis moi, j'ai la mienne. Oui, puis il y a sa façon oui, absolument. Mais que je suis en profond désaccord avec ta vision, bien évidemment que ça va provoquer des conversations. Donc, ça suppose probablement beaucoup plus de brassage. C'est pour ça que les valeurs servent à ça. Les valeurs servent à recruter, les valeurs servent à guider des décisions, les valeurs servent à s'appuyer dessus dans des débats d'idées. Absolument. Ça, pour moi... Tu sais, les valeurs, chez nous, les valeurs, s'il y a quelque chose que je suis content, c'est qu'à un moment donné, on a rencontré à un moment donné, il y a plusieurs années, quelqu'un un genre de consultant en management, là, un peu dans ton genre, là, qui nous a dit, tu sais, ça serait important que vous définissiez des valeurs, puis on les a comme, tu sais, c'était pas comme genre, ça vous prend ça, là, tu sais, c'était vraiment comme, il faut juste que vous les communiquiez à quelqu'un qui va vous aider au recrutement, puis on les a sortis comme du premier coup, là, c'était évident pour nous, c'était quoi, là. Ça existait avant d'être écrit, dans un sens. Fait que, l'idéal, là. Ben, c'est ça qui, et c'est ça que je te dis, c'est ça qui nous a, c'est ça qui a fait que ça a été facile, puis que ça a été facile d'avoir une entente là-dessus. Puis le fait que on prenait beaucoup d'énergie puis beaucoup de temps à refuser des gens, des fois, qui étaient hyper compétents, mais qui ne fitaient pas avec les valeurs, ça a fait que ces débats d'idées-là dont tu parles sont peut-être un peu moins violents parce que il y a ça qui est venu... il y a ça qui vient nous rassembler à la fin de la journée. Mais je te cacherai pas que c'est un défi de tous les jours. Mais ce que j'aime aussi dans ce que tu dis, c'est qu'il y en a beaucoup d'organisations qui ont défini leurs valeurs, mais maintenant, il y en a combien qui les utilisent? Moi, c'est quasiment comme un tamis, là, tu sais, tu filtres tes décisions à travers ça. Bon, évidemment, il faut vraiment bien les comprendre, voir ce qu'elles supposent, hein, parce que des fois, une valeur, c'est un beau mot, là, mais qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien? Fait que quand on est très clair sur ce que ça veut dire, puis qu'on s'en sert au quotidien, j'imagine qu'à ce moment-là, c'est là que tu arrives à construire ta culture avec ta distinction très, très, ta saveur là, très, très dominante. Là. Oui, tu sais, tu vois... qui est particulière à vous aussi, là.
Oui, une des façons que, tu sais, moi, rapidement, je me suis rendu compte que quand tu fais des grilles d'évaluation, quand tu es rendu à une certaine taille d'entreprise, là, puis que tu es obligé de structurer tes affaires, puis que tu es obligé, tu sais, puis tu as des grilles d'évaluation, rapidement, tu te rends compte que s'il y a quelque chose dans une grille ou il n'y a pas quelque chose dans une grille, la personne a fait ou a fait pas quelque chose, ou est obsédée ou est pas obsédée par quelque chose. Fait que nous, c'est pas compliqué, là, c'est, grosso modo, les grilles chez nous, c'est 25%, c'est les valeurs. Fait que, tu sais, 2 fois par année, tu te fais évaluer sur tes Ta valeurs. conformité, si je peux dire. Exact. Ouais, oui, Ouais. ça sonne mal, mais oui, exactement. Oui. Aux valeurs. Puis, fait que, tu sais, tu as de la rétroaction formelle là-dessus 2 fois par année. Chaque valeur est décortiquée en 3 à 4 sous-points OK. comme de comment tu pourrais les vivre concrètement. Là, il y a comme des exemples concrets. On essaye d'en parler régulièrement. Il y a souvent des jokes là-dessus. C'est quelque chose c'est pas quelque chose qui est comme printé en haut de l'imprimante, là, puis que, genre, tu passes à côté puis tu t'en fous, là. C'est vraiment quelque chose qui est dans les discussions, qui est très vivant, je te dirais. Tu sais, il y a un autre, un homme d'affaires américain, là, je me rappelle plus c'était pour quelle entreprise, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la phrase qu'il a dit. À un moment donné, Okay. il est allé rencontrer quelqu'un dans une ronde de financement qui lui donnait un gros montant d'argent pour sa croissance d'entreprise. Et puis, il était bien content, il pogne le chèque, là, symboliquement. Et il demande au représentant du fonds là, qui lui donnait du financement, si tu avais un seul conseil à me donner, un conseil d'affaires, tu sais, pour moi, là, qui est vraiment en train de prendre une expansion majeure. Et le gars lui a répondu en anglais, Don't fuck up the culture. Puis c'est vrai qu'on le lit beaucoup, ça, que quand ça grossit, puis tu sais, tu parles d'importance des valeurs, puis pourquoi il faut que ça revienne? C'est parce qu'à un moment donné, il y a du nouveau monde, puis Oui. si tu fais pas attention, tu peux les perdre, puis on pourrait, on ne nommera pas de nom, mais on a des intuitions d'endroits qui se sont un peu perdus dans leurs valeurs Oui. au moment d'une croissance plus élevée, tu sais. Ben donc, justement, nous autres, ça, c'est une des façons, c'est de contrôler la croissance. Ça a toujours été quelque chose qu'on a fait. En début d'année, on se demande toujours quelle croissance on veut faire. OK. Puis quel genre d'équipe on va avoir besoin pour le faire. Puis on stick to the plan. Parce qu'on le sait que si on grandit trop vite, puis qu'on engage trop vite, ça va péter de partout. Puis il va falloir qu'on remercie des gens. Tu sais, en fait, nous, c'est arrivé par manque de travail, c'est arrivé une fois dans notre histoire qu'on a remercié des gens. Une seule fois, et j'ai encore mal quand je le dis. Et je pense que si tu grandis plus sagement, puis on est dans un domaine où les gens, des fois, nous disent, tu sais, tu rencontres des founders là, d'autres entreprises, d'autres startups digitales, ils sont comme, hey, moi, j'ai le hockey stick, là, je suis à triple digit de croissance, là, puis je suis comme, moi personnellement, je trouve ça niaiseux un peu. Tu sais, je suis comme non, moi, tu pourras pas courir un sprint de même 365 jours par année. Ouais. Nous autres, tu vois, on est vraiment sur du 15-20% de croissance, pas plus. On n'en veut pas plus que ça parce qu'on le sait que c'est pas soutenable, on sait que c'est pas intégrable. Fait que ça, c'est des mécanismes de protection des valeurs. Puis ça fait combien d'années? Adviso a combien d'années? Adviso va avoir 20 ans, là. 20 ans, wow. On est en 19e année en ce moment, ouais. Et là, si on revient à la boucle, là, bon, une entreprise sans département RH, tu nous as expliqué, l'idée, c'est de décentraliser, puis que chaque personne qui gère des équipes ait des responsabilités, ait du temps, et j'imagine être évaluée aussi sur cette fonction-là, hein, sur ces résultats. Est évalué à ce que son équipe, dans le fond, il y a tous les gens en poste de gestion, dans son évaluation, il y a beaucoup plus de place à comment son équipe performe autant humainement, aux valeurs que sur les mandats clients, là, par exemple. OK. Puis là, tu as dit tantôt que c'était utopique parce que tu avais un poste RH. Donc, ton poste RH, ça sera quoi? Un genre de chef d'orchestre? C'est quoi? Ouais. Comment tu vois ça, cet ajout-là? Un guide? C'est un créateur, une créatrice de système. Là, quelqu'un qui va raffiner le système, qui va encadrer les gens, les outils et les évaluer aussi, évaluer leur capacité RH aux différents gestionnaires, combler les gaps, honnêtement, en fait, on est un peu allergique on a eu des gens en RH, puis honnêtement, je vais en prendre une bonne partie du blâme, là, mais ça n'a pas été bon, ça n'a pas bien fonctionné pour nous.
parce que c'est devenu souvent un genre de département des plaintes. Tu sais, ah, t'es pas bien, ben va parler au RH. Puis moi, c'était comme, ah non, jamais je vais entendre ça dans mon organisation. Tu sais, des fois, il faut que tu le vives pour savoir ce que tu veux pas. Là. Tu savais pas que tu taillissais quelque chose, mais là, quand tu l'as vécu, tu te dis, ouf, ben, on a vécu ça. Tu sais, fait que moi, c'est vraiment de ça qui va être mon obsession pour ne pas. Je veux pas que ça deviene ça. Tu sais, je veux responsabiliser les gens. Je veux surtout pas les déresponsabiliser par rapport à. Donc là, si là, dans le fond, tu as eu ton premier essai, là, vous avez fait une autre version, puis là, finalement, tu vas arriver avec une autre. C'est quoi le futur de ton modèle de décentralisation RH? Ça va jusqu'à où, cette affaire-là? As-tu d'autres visions du futur? Non, pour moi, c'est la continuation. Moi, je veux continuer là-dedans. Je veux dire, ça a bien été. Je veux avoir des chefs dans mon bureau, tu sais, le plus souvent possible. Je veux qu'il y ait des niaiseries dans notre bureau. Je veux que les gens soient bien. Je veux que les gens se sentent bien je veux que les équipes aient leur couleur aussi, puis qu'ils puissent. Tu sais, nous autres, c'est con, mais il y a beaucoup de la décentralisation du budget RH aussi, là. C'est-à-dire que chaque équipe a un budget, puis ils font ce qu'ils veulent avec, là. Tu sais, ils font leurs activités, ils font leurs choses qui leur ressemblent. Une gang de geeks dans notre équipe de data science, ça ressemble pas nécessairement au même party que notre équipe de gestion de projet, là. Tu sais, c'est pas la même. C'est des humains différents qui viennent et ils font des choses différentes, puis je veux qu'ils puissent exprimer leurs différences au maximum. Fait que moi, je veux juste aller plus loin là-dedans. Fait que c'est sûr que j'aimerais ça que la personne qui va arriver ici en RH soit vraiment embrasse ce modèle-là au maximum, puis veulent embarquer là-dedans. Après ça, que ce soit une tendance moderne ou pas, je m'en fous un peu. C'est nous autres. C'est nous. Fait qu'il faut qu'on respecte qui on est, puis qu'est-ce que. Ouais, ça a relativement bien marché. Ça a des limites, là. Ça crée. Ça fait que quand tu as un nouveau chef d'équipe, tu perds de son temps exposition client, soudainement. Tu sais, aussitôt que tu le mets chef d'équipe, il est soudainement moins disponible pour tes clients. C'est souvent ta meilleure ressource. Fait que sur le coup, ça fait mal. Là. Sur le coup, tu es moins capable de livrer à tes clients quelque chose. Là. Fait que c'est un vrai sacrifice. Là, tu sais. Mais ce sacrifice-là, il fait que cette personne-là est capable de donner ce que les clients aiment. C'est ça, est capable de le donner à 5-6 personnes. Donc, c'est un investissement. Tu sais. Fait que non, moi, écoute, c'est sûr qu'on s'en va dans la même direction. On en veut plus de ça. On veut juste faire ça mieux, dans le fond. Tu sais. Fait que j'ai malheureusement pas de révolution à t'annoncer. Là. D'accord. Mais dans ce que tu dis aussi, ce que j'entends qui est super important, puis je me permets de le souligner, c'est que donc, ça veut dire que ces gens-là, il faut qu'ils aient, puis qu'ils soient outillés ou accompagnés sur ce savoir-là de la transmission. Parce que là, ta richesse, c'est si ça descend, tu sais, faut que ça se passe, faut qu'il y ait une passation, là. Oui, puis ça, il y a une de nos valeurs qui nous aide à faire ça, c'est la valeur compétence, chez nous, que ça s'appelle. C'est bon pour savoir comment fonctionne comme, je sais pas, un outil d'optimisation de site web ou une compétence RH. Mais nous autres, on dit tout le temps, c'est apprendre, maîtriser, rayonner, recommencer. Fait que c'est ça le slogan, si tu veux, de cette valeur-là. C'est-à-dire que, tu l'apprends, il faut que tu l'apprennes, il faut toujours que tu sois en apprentissage. Il faut après ça que tu maîtrises. Et tu dois rayonner. Tu es obligé de rayonner. Rayonner, ce que ça veut dire faire un webinaire public, ça veut dire faire un lunch and learn à tes collègues, ça veut dire prendre un nouveau puis l'exposer à quelque chose. Donc, c'est le partage aussi là-dedans. C'est la transmission. Et moi, tant que tu ne l'as pas transmis, il y a une étape du cycle que tu n'as pas faite. Puis tu n'es pas prêt à en prendre une nouvelle. Fait que fait que cette étape-là de transmission, elle s'assure qu'il y a toujours de la transmission. Fait qu'encore là, on s'appuie sur les valeurs. On s'appuie souvent sur nos valeurs. Vraiment écoute, Jean-François, moi, ce que je retiens là, dans tout ce que tu nous dis, c'est quelque chose qui est relativement... Il y a comme une forme de simplicité quand même dans tout ça. C'est la simplicité de l'importance que les gens soient bien, qu'ils soient bien ensemble aussi, donc la notion du fit entre les différents individus. Puis, de protéger ça avec des modèles, des mesures, des programmes, whatever, mais c'est de garder, en fait, tu sais, ta petite famille d'origine de base, elle a grandi, puis vous avez essayé de vous assurer de mettre les frontières puis les façons pour faire croître le jardin, pour préserver l'essence initiale, en fait, que toi et Simon avez voulu donner au départ d'Adviso. Tu sais, tu vois, là, un exemple, là, c'est comme... Oui, c'est vraiment ça. Puis, tu sais, on va se le dire, là, c'est pas juste parce qu'on est fin puis qu'on est donc gentil puis sensible. Tu sais, oui,
peut-être un peu, mais c'est parce que les humains qui sont bien, qui sont performants. Ah oui, clairement. Tu sais, c'est égoïstement, il y a ça aussi. Ah oui, vous là, faites pas ça juste pour être des beaux humains, là. Ben, on Vous fait êtes une ça. business. Moi, on le fait pour deux raisons. On le fait parce qu'on veut être performant, puis on veut être performant pour nos clients. Tu sais, moi, je dis tout le temps aux clients, les clients, des fois, ils me disent, ah ouais, là, en fin de semaine, vous allez nous faire telle affaire. Non, on ne fera pas telle affaire en fin de semaine. On ne fera rien pantoute en fin de semaine pour toi. Et les clients sont comme, ouais, comment ça, mon autre agence, elle le fait? Ouais, mais tu les as sacrés dehors aussi parce que ils faisaient ça la fin de semaine, ils faisaient tes 4 volontés, mais ils ne s'occupaient pas bien des gens, puis les gens qui n'étaient pas bien, ils ne s'occupaient pas bien de toi, fait que tu les as mis dehors. Moi, je fais ça parce que je veux que les gens soient bien, puis t'aimes ça hein, quand ils font ça, puis quand ils font ça, puis quand ils font ça, ben, ils font ça parce qu'ils sont bien, puis ils sont proactifs, parce qu'ils sont bien, puis ils sont... Fait que tu fais de l'éducation en même temps. Moi, je dis aux clients, des fois, je dis, moi, je me fous un peu de votre bonheur. Moi, ce qui est important, c'est le bonheur de mes employés, parce que eux s'assurent de votre bonheur. Ouais. Fait que c'est comme moi, mon but, c'est pas votre bonheur, c'est le bonheur de mes employés qui est important. Ouais. Fait que ça, on dit souvent ça. Puis, tu sais, des fois, quand je te dis que c'est égoïste, tu sais, ben, pas égoïste, mais, tu sais, mettons, on a demandé à un moment donné, moi, je trouvais que l'entreprise était rendue un peu trop grande, justement, puis qu'on avait, tu sais, aujourd'hui, on est, comme là, on a rapetissé un petit peu avec la pandémie, là, on est comme dans 90-95 à peu près. Mais, tu sais, moi, déjà, je trouvais comme quand il y a un nouveau qui arrive, je le croise dans le corridor, tu sais, la petite sensation de je te connais pas trop, allô, tu sais, non, je suis pas bien là-dedans, moi. Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, hey, moi, j'aimerais ça, là, je veux juste dîner avec tous les nouveaux, juste passer comme 1h30 avec tous les nouveaux, juste comme jaser. Puis le seul sujet que je leur parle, d'un point de vue business, c'est les valeurs. C'est la seule affaire que je leur parle pendant ce dîner-là. Tout le reste, c'est juste pour avoir du plaisir, puis que, hey, je vais savoir ton nom, je vais savoir c'est quoi à quoi tu rêves, justement, je vais savoir, tu sais. Ouais. T'es qui? Puis ça va. Juste ça, là, ça change tout. Puis j'ai pas demandé ça parce que je voulais être cool. Puis j'ai fait ça parce que j'avais profondément le désir de connaître les gens que je croise dans ma journée. Puis je veux pas qu'il y ait des malaises comme ça. Si j'avais ce goût-là, tu sais, c'est vraiment ça que c'est ça. Les gens qui te connaissent, Jean-François, reconnaissent t'es qui. Je veux dire, moi, j'ai jamais été ton employé, mais je t'ai rencontré dans un contexte d'affaires, puis j'ai vu ça de toi, cette curiosité de connaître le monde autour de toi avec qui t'es en interaction. Je l'ai pour de vrai, mais je veux les connaître pour vrai. Tu sais, c'est comme si je les connais pas bien, puis je les croise dans le corridor, je me sens pas bien. Tu sais, fait que... Écoute, Jean-François, on arrive à la fin, mais je laisse toujours à mon invité le mot de la fin avec soit un message clé que tu veux, un conseil, une piste d'inspiration. Ça serait quoi ton mot de la fin? Une phrase que j'aime donc, j'arrête pas de le citer, là, puis de quasiment me trouver fatigant, c'est Gaétan Namouric c'est même pas sa phrase à lui, je pense, en plus. Mais il dit tout le temps... il dit, tu sais, pour moi, je fais de la stratégie beaucoup avec mes clients, tout ça, tu sais, puis c'est la phrase « Never delegate understanding ». Puis, tu sais, ne délègue pas la compréhension profonde des choses. Tu sais, tu peux faire de l'exécution par des gens, mais il faut que tu comprennes qu'est-ce qui se passe réellement. Puis, je trouve que ça fait bien avec ce côté-là là, de la décentralisation RH, tu sais, de la responsabilisation RH, tu sais. Fait que c'est comme, j'aurais le goût de, tu sais, ça soit mon mot de la fin, c'est de dire, ben, do not delegate the understanding of de la composition de tes humains. Ta force humaine, ouais. C'est ça. Puis, tu sais, c'est comme c'est Serge Godin de CGI qui disait, ben, notre matière première prend l'ascenseur à tous les matins. Ouais. Fait que c'est comme sans ça, en service, tu sais, je veux dire, faut que tu comprennes réellement, profondément qu'est-ce qui se passe. Sinon, ben, tu vas pas être capable d'offrir des services de haute gamme à tes clients, à la hauteur. Tu sais, c'est comme on vend pas on vend pas un litre d'essence, là, qu'il y en a un pareil chez le voisin. On vend un service qui est hautement différencié. Fait que pour ça, ça nous prend des humains qui sont hautement différenciés. Faut les comprendre, faut les analyser constamment. Faut être capable de faire la différence entre le bruit puis un vrai problème. Puis il faut... Fait que de vraiment comme... Moi, je dirais juste, si vous êtes un gestionnaire d'entreprise, tu sais, passez beaucoup de temps là-dessus, plus là-dessus que sur le contenu des choses, puis le contenu va se faire par les gens qui sont bien. T'sais. Fait que c'est comme, si vous avez une chose à déléguer, c'est pas celle-là. C'est ça que je dirais. Merci beaucoup, Jean-François. Très inspirant, tout ça. Merci, Magali. Donc, écoute, c'est un grand plaisir. Merci d'avoir accepté. Puis, je vous rappelle que si vous voulez écouter les conversations
passées. Elles sont toutes sur le site balado.magalieco.com et elles sont aussi toutes disponibles en format audio sur la plateforme Spotify, iTunes et Google. Alors, merci Jean-François, puis longue vie et bonne fête encore une fois. Merci Magali. Merci d'avoir accepté cette journée d'anniversaire. Bonne journée. Ça me fait plaisir. Salut, bonne journée. Salut.